Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. Bienvenue à notre aventure réflexive au cœur des enjeux éthiques, techniques, sociaux, légaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, ce sera sûrement assurément même les enjeux sociaux, médiatico, politiques de la recherche là, qui vont être au menu. Les enjeux économiques aussi vont être au menu. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi deux acteurs importants impliqués dans la réflexion sur l'intelligence artificielle. Deux acteurs résolument critiques, ça reviendra dans l'épisode critique, de cette sorte d'enthousiasme collectif là, associé à, à l'intelligence artificielle. Là. Donc, enthousiasme hyper enthousiasme peut-être. Là, le hype, c'est comme ça qu'on va en parler aussi par rapport à l'intelligence artificielle, l'espèce de frénésie là, des foules pour ChatGPT, puis Bard, puis DALL-E, Midjourney, nommez-les. Là. Donc, l'enthousiasme, on va voir si on peut pas mettre un peu d'eau dans notre vin, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire les nuances qui s'imposent. Ils sont deux avec moi aujourd'hui. Deux, chanceux, hein? Guillaume Dandurand et Marek Blottière sont avec nous. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Yes. Ça va bien, bonjour. Merci. Bonjour. Yes, merci. Avez-vous votre café, là? Parce que ça s'appelle IA Café, il faut prendre un café. Sinon, le concept s'effondre. puis c'était mon idée, mais là, je fais mes entrevues, il est 16h15. Là, prenez-vous un verre d'eau, là, puis ça devrait... C'est ce que je m'en allais dire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est un peu tard, là, si on veut dormir ce soir pour certaines personnes, là, c'était important. Dans cet épisode, donc Guillaume et Marek, avec Guillaume et Marek, on va explorer des thèmes qu'on a déjà abordés ici à IA Café, mais qui méritent peut-être un autre chapitre, donc l'hyper-enthousiasme lié à l'intelligence artificielle, l'économie de la promesse techno-scientifique, puis peut-être la nécessité de dégonfler un peu la balloune, hein, s'il y a une balloune. Puis, on avait abordé ces thèmes dans l'épisode avec notre invité Maxime Collerest. C'était à l'épisode 39. L'épisode est intitulé « Économie de la promesse et battage technologique en intelligence artificielle ». C'est un épisode qui avait d'ailleurs créé un peu de controverse, messieurs. Puis, qui aurait cru qu'on pouvait créer de la controverse en intelligence artificielle? Puis, dans cette foulée En fait, l'épisode avec Maxime, c'était dans la foulée d'un autre épisode où on avait parlé justement de ce genre d'enjeu-là. J'avais lu le texte de Maxime. Puis l'épisode était intitulé, celui-là, c'est l'épisode 27, c'est intitulé « Un chandail ou chandail québécois tricoté serré ». Donc, c'était mon jeu de mots que je regrette encore après 2 ans. Donc, Guillaume et Marek sont là aujourd'hui. Ils vont poursuivre notre réflexion avec nous. Donc, présentons-les plutôt en bonne et due forme. On va commencer par Guillaume. Guillaume Joly, PhD à York University en anthropologie, développement international. Comment tu pars un postdoc au département de philosophie d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke? Ouais. Comment on passe d'anthropologie à philo? Tu t'es perdu où dans le processus? Ouais, je pense que je me suis perdu pas mal. Hein, ce qui m'intéressait à l'époque en anthropologie, c'était surtout sur... je m'intéressais beaucoup à la sécurité alimentaire en Inde. Là, je parlerai pas de mon doc dans le détail, là, mais je m'intéressais au design puis à la mise en œuvre des programmes d'aide sociaux en alimentation. Et puis, pendant mon terrain, le gouvernement indien a mis en place je l'ai juste en anglais, là, mais une numérisation des services sociaux. Donc, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la place du numérique dans la provision des services sociaux. Et puis, c'est comme ça. Donc, j'ai poursuivi mon doc là, avec cet angle-là.
Puis quand est venu le temps de clore les études doctorales, je me suis ramassé à travailler avec François Claveau de l'Université de Sherbrooke et Oui. Florence Millerand de l'UQAM, et puis Jean-François Dubé, qui travaille maintenant au cégep de Granby sur un projet d'humanitaire numérique. Ah. Donc, on s'est mis à travailler avec une organisation humanitaire sur la place de l'intelligence artificielle dans la pratique de l'humanitaire. Donc, de plus en plus... C'est là que ça se passe, là. Ouais. Ah ouais. Puis là, avec ça viennent aussi tous les espoirs que ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter au travail humanitaire. Puis ces espoirs-là, souvent, sont démesurés. Donc, c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de faire la part des choses avec les travailleurs humanitaires. C'est vrai que dans ce contexte-là, les espoirs sont vraiment très élevés, puis c'est d'autant plus décevant. Là, on tombe de très haut, j'imagine. C'est en plein ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas juste une question de technologie, mais c'est aussi toute une question d'infrastructure, tu sais, sociale, tu sais, à savoir, tu sais, comment tu peux, c'est bien beau de plugger ton IA dans ta pratique de l'humanitaire, mais encore faut-il que tu sois capable de la soutenir, cette IA-là, de la maintenir, puis donc, ça prend toute une armée d'experts, tu sais. Ce qui est pas disponible, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, en tout cas. Fait que, donc, on est parti de ça. Puis quand le projet s'est terminé, j'ai commencé à travailler avec Jonathan Roberge à l'INRS, Fenwick McKelvey, puis Marek, sur un nouveau projet à l'époque, c'était il y a quelques années déjà, sur un nouveau projet sur la construction sociale de l'intelligence artificielle dans différents domaines. La construction sociale d'intelligence artificielle. Ouais. Nice. On va en parler, j'imagine, tout à l'heure un petit peu. Oh oui. Puis nous, on s'est concentré. Puis là, je veux pas voler non plus la présentation de Marek non plus, mais nous, on s'est concentré un peu sur, un peu beaucoup sur l'IA dans les médias, donc la façon dont les gens parlaient de l'IA dans les médias. Puis c'est un petit peu ça. C'est sur ça. On a travaillé sur ça pendant, Marek, je sais pas combien de temps, 2 ans, au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc, toi, Marek, t'arrives comment là-dedans? Tu sors d'où là, pour décider de faire une maîtrise dans ce domaine-là, dans ce projet-là? Moi, je viens de sociologie. Il y a 5 ans, je suis arrivé à Montréal. Je me suis inscrit à l'Université de Montréal pour un bac. À la base, c'était une majeure en fait de sociologie. J'étais curieux de comprendre le monde qui m'entourait et puis à travers la sociologie, ou en tout cas à travers l'université, avoir des clés de compréhension. Et puis en poussant là-dedans, j'ai découvert plein de champs différents de la sociologie, l'éducation, les inégalités, etc. Et puis il y a quelque chose qui est ressorti, c'était pas mal les sciences et le développement scientifique et les technologies. Et puis en même temps, moi j'étais entouré de technologies, on l'est tous, j'imagine, de plus en plus. Et en sociologie, en tout cas à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de cours qui se donnaient sur ces enjeux-là. Et les cours qui se donnaient sur ces enjeux-là étaient en communication. Et donc, je suis allé faire une mineure de communication qui m'a amené un petit peu à bifurquer tout en gardant cette identité de sociologue, en tout cas être porté par la sociologie pour réfléchir à ces enjeux et profiter de la communication pour pousser ces enjeux un peu plus loin. Et c'est là que j'ai rencontré Jonathan Roberge, qui est devenu mon directeur. Et puis, en fait, dans cette logique un peu multidisciplinaire, j'avais envie de poursuivre à la maîtrise, mais il n'y avait pas non plus de maîtrise qui donnait vraiment quelque chose de réflexion sur les technologies, etc. Ah. Et donc, en tout cas, à l'INRS, il n'y avait pas ça. Et avec Jonathan, on a parlé de faire une maîtrise sur mesure. Donc, c'était une maîtrise sur mesure en études culturelles. À ta mesure. Spécialisation numérique. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens différents et puis de perspectives différentes qui ont nourri tout ce projet de recherche et puis ce rapport-là dont on va certainement discuter aujourd'hui. Ah oui, on va discuter parce que ce que je comprends, en tout cas de ton parcours, c'est que on va discuter d'un rapport, mais toi, c'est un peu ton projet de maîtrise qui est directement lié à ce rapport-là. Là. Exact. Ouais. En fait, le terrain a servi de base commune, et puis moi, je m'en suis servi pour
élaborer mes propres questions de recherche et propres hypothèses, etc. Bien que les deux se soient faits en parallèle et à travers tellement de discussions, d'échanges, etc. que tout comme n'importe quel travail universitaire, c'est pas vraiment, en tout cas, c'est mon mémoire sur le papier, mais en tout cas, il n'aurait pas été possible sans la collaboration avec mes collègues, avec toutes les discussions et avec Guillaume. Mais oui. Mais entre les lignes, entre chacune des lignes de ce rapport, il y a un peu de ta transpiration, puis de ton travail. Là, c'est ça sur quoi là, je voulais pointer aussi. Donc, on est rendu au rapport. Là, allons-y. Donc, un beau rapport que j'ai lu. Je vous invite à le lire. Le rapport est intitulé Training the News, Coverage of Canada's AI Hype Cycle 2012-2021. Donc, un projet de recherche qui a été dirigé par... ça a été mentionné. Jonathan Roberge, je lisais aussi Fenwick McKelvey. Voilà. Donc, Training the News. Moi, je traduirais ça par entraîner, éduquer la nouvelle. Il y a les deux sens qui sont là. C'est comme il y a le sens d'entraîner, éduquer, mais il y a aussi le sens un peu de c'est ça, une mise en forme, là, peut-être de déformer même. Donc, Training the News, est-ce que c'était le sens un peu que vous aviez en tête quand vous avez décidé de ce titre? Et juste à parté, avant que Guillaume se lance, tu donnes le nom en anglais, mais on a également traduit le rapport. Il est sorti. On l'a traduit avec Entraîner l'actualité. Entraîner l'actualité. T'étais vraiment pas loin. Moi, je me suis dit mise en forme parce que dans mise en forme, il y avait l'idée d'entraînement physique, puis il y avait aussi l'idée de remettre en forme modelée peut-être avec le double sens. Je comprends que je me suis trompé là. Mais on aurait dû se parler avant qu'on choisisse le titre parce que c'est aussi un très bon titre ça aurait été un très bon titre pour la prochaine fois. Bon, je vous remercie pour les fleurs. Donc, le rapport en question, outre Guillaume et Marek, les autres auteurs, il y avait Guillaume Jorandon, Nick Gertler, Megan Wester, Nicolas Chartier-Edwards, puis évidemment Jonathan et Fenwick. Donc, un beau rapport de 120 pages. Commençons par parler des origines de ce rapport-là, ces travaux. L'idée, elle vient d'où? Là? Je vois que c'est un projet multicentrique. Là, on parle d'Allemagne, Royaume-Uni, France, Canada. Le but, c'était quoi? D'étudier la couverture médiatique dans ces 4 pays-là, puis les comparer. Est-ce que c'est ça, Guillaume? Ça allait un petit peu plus loin que ça, en fait. Donc, c'est né d'une collaboration entre 4 équipes de recherche, comme tu le disais, là, entre Warwick aux Grande-Bretagne, Media Lab en France, puis de Higg. Je le dirais pas là, parce que mon allemand est plutôt mauvais, mais de Higg en Allemagne. Okay. Puis l'idée, je parlais de la construction sociale tout à l'heure, mais c'est comprise de manière assez large. Là, donc, c'est d'essayer d'examiner c'est quoi la place de l'IA dans le discours public de ces 4 pays-là. Et puis, puis ces 4 pays qui sont pas la Chine ou les États-Unis, tu sais, c'est grande puissance, l'Allemagne, ça mais c'est pas, donc c'est comme des gros joueurs. Tu sais, le Canada est un gros joueur sur la scène internationale. Mais qui sont pas toujours parmi les premiers mentionnés là, dès qu'on pense à l'intelligence artificielle. Là. Exactement. Donc c'était ça un peu puis chacun des pays a des pions là sur la pièce de, tu sais, donc le Canada, tu sais, on a les informaticiens les plus reconnus dans le monde qui sont ici au Canada. Donc, tu sais, c'est une des caractéristiques qui est intéressante pour étudier la place de l'IA. L'origine, d'où venait la demande, le besoin, c'est qui a initié le projet, pourquoi? Je pense que tu sais, on n'était pas là, ça s'est fait autour d'une bière sur une terrasse de ce qu'on nous a dit, mais c'est vraiment comme une collaboration là de 4 PI. Il y a Jonathan Roberge, il y a Fenwick qui était là, il y a Christian Katzenbach qui vient qui dirige l'équipe de recherche en Allemagne, Noé Marès en Grande-Bretagne, puis... c'est littéralement autour d'une bière, on discute, on dit « Ah, ce serait intéressant de comparer ça, Canada, Allemagne, puis let's go, on se lance. » On se lance, on fait une demande,
puis à l'Aura, qui est Open Research Area, qui est une C'est en espèce quelle de... année, ça? Ça, c'était en 2019, je crois. Ah ben là, le financement n'a pas dû être difficile à avoir, là. Non, parce qu'on était dans le pic de l'AI. Mais tu sais, ça reste quand même super compétitif comme compétition. Oh oui, c'est sûr. Puis ils l'ont eu. Et puis c'est là que le projet, c'est là que le projet a démarré, si on veut. Puis l'idée, c'est vraiment l'idée, tu sais, oui, on a les médias. Donc ça, c'était un des domaines d'exploration, d'investigation. Mais il y avait aussi les politiques publiques, le niveau, la recherche, puis l'engagement civique, si on veut. Donc, chacun des pays s'est pris un de ces domaines-là. Et puis, c'est ça. Donc, C'était pas les 3 domaines qui étaient étudiés dans chacun des pays, vous choisissiez un des domaines, c'est ça? c'est les deux, en fait. Donc, chacun des pays dirige l'un des domaines, et puis, comme, élabore la méthodologie. Et puis, les autres pays essaient de réutiliser la même méthodologie dans leur propre contexte national, mais on s'entend que là, on s'en rend compte, là, c'est plus compliqué, c'est plus complexe que de simplement prendre le... Oui, prendre la méthode puis l'appliquer telle quelle, là, comme si ça se comparait, comme si ça pouvait s'appliquer bêtement. Moi, je le vois dans la méthodologie, j'ai les objectifs ici. On parle examiner les pratiques journalistiques qui tentent de faire de l'intelligence artificielle un sujet quotidien. Deuxièmement, identifier les acteurs clés, les institutions, les organisations qui influencent le discours de l'intelligence artificielle. Intéressant. Donc, pas juste les identifier, mais essayer d'identifier peut-être ceux qui influencent le plus le discours. Puis, troisième objectif, analyser la création, le développement de controverses en intelligence artificielle. Donc, comment ça se crée, comment ça se développe. Puis, tout le discours rhétorique là, où on tente de convaincre que c'est bien, c'est mal. Puis voilà. Et puis, comment vous êtes pris méthodologiquement? Ça ressemblait à quoi, Marek, de ton côté? Là? Tu lisais tous les journaux, tu faisais des entrevues avec des journalistes, tu faisais quoi? Et c'est passé par pas mal de lectures d'articles de journaux, en effet. Mais ça, c'était la première Guillaume phase. Méry, là. Ouais. Je pense que tous les deux, ouais, on a eu notre lot d'articles. C'était des recherches, une méthode mixte. Alors, je laisserai parler Guillaume peut-être de la seconde partie de la méthode, mais moi, ce qui m'a intéressé en lisant les articles, c'était de me rendre compte que il y avait pas mal de journalistes qui revenaient souvent, en fait, un petit peu des experts clés de la couverture de l'IA. Et puis, à travers ces lectures-là, on les a un peu ciblés pour essayer de les rencontrer et de comprendre un petit peu eux mieux comment ils traitaient l'IA et pourquoi ils traitaient de l'IA de la manière dont ils l'ont fait, etc. Et donc, on a fait des entrevues d'une heure, un petit peu plus d'une heure à chaque fois, en fait, avec Des entrevues semi-dirigées comme ça, là? Tu faisais un zoom, ouais, puis... exactement. Ouais, le fameux zoom de Covid, c'était pas mal. Mais à défaut, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la pratique des journalistes, en fait, de voir comment est-ce que eux ils travaillaient avec un objet comme l'IA, qui est un objet qui est entouré de plein d'imaginaire, qui est très complexe, etc. Mais de voir comment est-ce que ils faisaient sens de cet objet. Et puis, à défaut de pouvoir aller les voir en action, on les a rencontrés virtuellement. Génial. Puis Guillaume, il y avait une autre partie de la méthode, c'était quoi? Oui, parce que des entrevues, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est vraiment le comment puis le pourquoi. T'sais. Pourquoi que la couverture de l'IA s'est faite comme elle s'est faite, pourquoi ou comment elle s'est faite, quelles sont les procédures, mais on n'arrivait pas à cibler les grandes tendances de la couverture de l'IA avec ces entrevues-là. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé, puis moi, je connaissais pas beaucoup ces méthodes-là, donc j'ai beaucoup appris à travers ça, mais on a utilisé des méthodes de modélisation thématique sur du topic modeling, puis la reconnaissance des entités nommées, qui est Named Entity Recognition. Ce qui était vraiment difficile, en fait, à mettre en œuvre parce que, de un, ça coûte extrêmement cher. Pour le faire de manière légale, il faut aller chercher les données, il faut aller chercher les articles. Puis ça, il y a une compagnie qui contrôle l'accès des articles francophones au Québec. Puis c'est elle qui dicte combien ça coûte.
C'est un beau levier, ça, être le seul à pouvoir Ouais, vendre un c'est ça. produit. Là. Ah non, c'est ça. Mais fait ça a été un petit peu frustrant, puis ça nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Parce qu'on voulait aller chercher on voulait tous aller les chercher. On voulait aller chercher Twitter, on voulait se créer une Ben oui. banque de données, là. Mais on n'a pas pu, il a fallu cibler. Donc, c'est plus ça, ce qui rend l'utilisation de ces méthodes-là beaucoup plus difficile parce que notre banque de données était plus petite. Ouais, Donc, au lieu d'avoir une analyse quantitative, là, où tu peux sortir plein de stats, puis tu te c'est ramasses ça. avec une analyse qui est un petit peu plus qualitative, tu vas plus chercher dans le détail des entrevues, Non, mais l'une venait informer l'autre. C'était un petit peu ça le but, tu Ah sais. oui. Donc, tu sais, l'idée, c'était d'essayer d'aller voir, d'essayer d'identifier les grandes tendances, tu sais, de la couverture, tu sais, de la couverture, tu sais, de quoi on parle quand on parle d'IA au Québec puis au Canada, tu sais. Qu'est-ce qui ressort? Ça, les journalistes pouvaient nous donner leur insight, mais ils étaient beaucoup mieux placés pour dire, tu sais, ben, moi, je fais ça comme ça, ou moi, j'appelle telle personne, ou moi, j'ai mon propre réseau, ou moi, tu sais, voici les dynamiques qui m'aident, ou les dynamiques qui... Hmm. Donc, c'était pas les mêmes... On n'était pas capable d'aller chercher le même genre d'informations avec les deux méthodes. Fait que l'idée, c'était vraiment d'essayer de combiner ces deux affaires-là ensemble, ce qui apparaît simple là, quand j'en parle comme ça, mais c'était pas mal plus challengeant que je Oui, c'est ça qui est pensais le au fun d'une départ. métaux. C'est quand tu regardes la partie métaux, là, ça a toujours l'air simple. Là, tu dis, ah, Ouais, je peux c'est le ça. faire, mais avant d'arriver à ça, puis avant que ça fonctionne, là, c'est Ouais, compliqué. Là. exactement. De premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est beaucoup plus compliqué que c'était un, C'est... deux, trois. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. Si c'était si simple, ouais, tout c'est le ça. monde en ferait. Ben, sautons justement dans les résultats. C'est toujours la partie qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, dans les rapports. Donc, ce qui est le fun dans votre rapport, c'est qu'il y a des key findings, là, voici des points importants de notre rapport, en tout cas pour le lecteur. Après ça, on peut gratter puis sauter un peu plus loin, voir c'est quoi qui a été dit autour de ces key findings-là, là, les découvertes clés que vous avez faites à travers vos études. Le premier constat, c'est que les nouvelles qui abordent l'intelligence artificielle ont tendance à être techno-optimistes. Donc, c'est quoi que ça veut dire, messieurs, des nouvelles qui ont trop tendance à être techno-optimistes? En fait, c'est pas. Je vais me lancer, Marek, puis tu compléteras si tu veux, mais on n'est pas les seuls là, à être comme ça. Tu sais, la petite revue de littérature qui est disponible, là, on se rend tu sais, à la lecture de cette revue de littérature-là, on se rend compte que c'est pas mal la même chose partout. Euh, c'est que le techno-optimisme, là, nous, on le comprend comme une espèce de disposition, là, des croyances, à savoir que la technologie va engendrer plus de bien que de mal pour la société. Que les institutions sociales qui sont en place sont suffisantes pour pouvoir, comme, sont suffisantes pour pouvoir encadrer la mise en œuvre de cette technologie-là Hmm. dans plusieurs secteurs X. La technologie va servir un bien commun, puis les institutions, les organisations qu'on a en place sont capables de baliser tout ça. C'est C'est juste ça. de... Bon. Exactement ça. Donc, c'est pas. Puis on se rend compte que cette couverture-là, la couverture de l'IA, fait que la couverture de l'IA, elle positionne l'IA comme quelque chose de bénéfique pour la société. C'est un petit peu le constat Hmm. euh, en règle générale, les grandes tendances, c'est un petit peu ce qu'on a pu constater. Puis c'est la même chose un peu partout. C'est la même chose au Danemark, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose. Donc, Puis Marek, dans ce que tu lisais, à quoi ça ressemblait, ce optimisme-là? Et c'est sûr que quand j'entends que ça, en tout cas quand on a fait les analyses des entrevues ou même en lisant sur le sujet, quand on parle de bien commun, c'est un vaste mot qui veut un peu tout et rien dire aussi. Ouais. Comme Et s'il y avait un consensus à exact. propos de ce bien commun-là. Et puis au Canada, mais donc comme Guillaume disait, dans la plupart des autres pays occidentaux, c'est un bien commun qui est centré sur les opportunités économiques que l'IA va pouvoir apporter, donc création d'emplois, sauver la crise environnementale par la réduction de la consommation, etc. Donc c'est
très tourné vers en fait un discours qui vient aussi, en plus de l'optimisme, qui vient promettre de solutionner des problèmes très très vastes. Donc ça, c'est plus le solutionnisme technologique qui est un peu une continuité de ce techno-optimisme-là. Donc un petit peu, on va utiliser la technologie et hop, ça va tout résoudre. Et nous, comme on parlait des médias plus particulièrement, dans le contexte médiatique, on parle beaucoup au Canada de crise des médias, avec des modèles qui ont de la difficulté à survivre, avec Ben oui. des enjeux de financement, de publicité, etc. Publicitaire, ouais. Et donc il y a beaucoup ce discours, même euh, euh, entourant l'organisation des médias, de l'utilisation de l'IA qui va venir sauver les médias et donc lutter contre la désinformation, dégager du temps pour les journalistes pour qu'ils puissent travailler en profondeur leurs articles, permettre l'automatisation des tâches, etc. Et là, il y a un petit point de nuance à mettre, c'est que entre les attentes et les usages, donc de ce discours-là, il y a des solutions, mais en réalité, quand on le met en place, comment ça se passe concrètement? Et puis, il y a pas mal de prévisions qui disent qu'en réalité, ça va peut-être automatiser au maximum 15% des tâches des journalistes. Et puis ça, c'est à condition que les journalistes utilisent la technologie, parce que c'est pas parce qu'elle est là que les utilisateurs sont là également. Et donc, ça implique d'autres dépenses, d'autres enjeux, d'autres problèmes, etc. Donc, c'est pas juste une solution qui va venir solutionner un ensemble de problèmes, c'est une solution qui va amener ses propres enjeux et qui va solutionner des tâches qui sont très spécifiques. Donc, de façon générale, Marek lit les journaux, puis fait ses entrevues, puis de façon générale, le constat, c'est que on est plutôt techno-optimiste, optimiste plutôt dans le débat, dans le discours. Deuxième constat dans le rapport, c'est écrit on mentionne que les nouvelles en intelligence artificielle sont souvent abordées via la lorgnette de l'économie. Donc, on parle plus, dans le cahier économique, on parle plus d'intelligence artificielle que dans les cahiers scientifiques et technologiques. Est-ce que je me trompe? C'est ça? Oui, c'est pas mal ça. En fait, d'un, c'est ce que les journalistes nous ont dit, les journalistes qu'on a interviewés. On a quelques petites anecdotes là, du genre, tu sais, il y a des gens qui ont essayé il y a des journalistes qui ont essayé de starter, j'ai juste le mot starter en tête, mais ils ont décidé de starter une section technologie, tu sais, dans un journal X que je n'aimerais pas. Puis ça n'a pas marché parce que les annonceurs n'ont pas suivi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement pris cette section-là puis ils l'ont intégrée à la section économie. C'est juste dans les pratiques journalistiques, la science et la technologie, ça pogne pas. Les gens y embarquent pas. Donc c'est comme discuter sous un autre domaine qui est l'économie. Donc c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi à travers notre analyse computationnelle. Parce que vraiment, ça attire aussi, le fait de le mettre dans les cahiers économiques, ça attire un type de lecteur, puis ça oblige aussi le journaliste à rédiger en fonction d'un lecteur qui est ouvert à la section économique. Donc, il y a cette dimension-là qui l'intéresse un peu plus, j'imagine. Ben oui, parce que mais ça, c'est un aspect intéressant qui est ressorti aussi des entrevues, c'est que les journalistes écrivent pour leurs lecteurs. Donc, de manière systématique. Je sais que chaque personne... Donc, l'idée qu'on se fait que le journaliste écrit pour sauver la démocratie ou pour... servir la vérité. Servir la vérité. Ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est fait à travers le prisme de l'intérêt du lecteur. Et donc, l'IA, par exemple, dans la couverture de l'IA, ben, l'IA est faite à travers ce prisme-là aussi. T'sais. Comment les lecteurs vont être intéressés par ce nouvel objet technologique ou technoscientifique. Et puis là, si on commence à parler de bénéfices, oh mon Dieu, OK? Bénéfices économiques. Travaille trop souvent en anglais, Guillaume. Ouais, c'est ça, je commence à... c'est le café que j'aurais dû prendre tout à l'heure. Ben là, c'est ça, ben là, tu sais, si, tu sais,
c'est facile de penser que le lecteur va être intéressé de savoir, c'est quoi les avantages économiques de l'IA, tu sais. Oui, il sait qu'il y a un lecteur qui tripe sur l'économie, fait qu'on va lui parler d'économie, on va lui dire combien ça coûte, combien qui a été investi, combien que ça va rapporter, l'économie qui tourne avec ça. Donc, on est dans ce type de discours-là. La nouvelle révolution industrielle que ça va engendrer, vous allez voir, ça va être capable d'automatiser encore plus d'affaires, ça va être malade. Le Québec va être rendu le leader mondial en IA du monde entier, là, les meilleurs. Donc, toutes ces espèces de discours-là, je dis pas qu'ils sont causés par ça, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est que ça met en place des conditions gagnantes pour qu'on ait ces discours-là, là, plutôt techno-optimistes. Donc c'est un peu ça, parce que puis c'est pas parce que c'est du journalisme économique que c'est pas du journalisme ou que c'est pas du journalisme critique. Ben non. C'est l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a un prisme qui se forme, là. J'utilise le mot prisme beaucoup, mais il y a une espèce de frame, de cadre qui se met en place naturellement à cause des pratiques journalistiques sur la couverture de l'IA. Ça influence, sans même le savoir, ça influence un petit peu le type de discours, puis la nature du discours, le ton. Le ton, oui. Bon, puis je regardais dans les autres constats. Plus loin dans le rapport, on fait mention que, ça c'est intéressant, on fait remarquer que le peu d'intérêt des médias concernant les réseaux économiques et stratégiques, c'est bien serré. Là, cette expression elle revient souvent dans le discours critique. Là. Donc, on dit les médias, ils sont peu intéressés aux relations aux drôles de relations tissées serrées entre le monde universitaire, l'industrie, donc les GAFAM de ce monde, puis les gouvernements. Donc, il y a un beau trio là, ça se parle, c'est tissé serré les liens entre ces trois grands pôles-là, puis ça semble pas intéresser les médias. Comment ça intéresse personne, ce lien-là entre les GAFAM, les universités, puis le politique? Pourquoi ça les intéresse pas? Je sais pas, mais en fait, parce que je trouve que c'est au contraire, tu sais, le truc, là, les liens tissés serrés, on s'entend, moi, on n'a pas travaillé avec Maxime Colleret sur le rapport, mais tu sais, Maxime et Jean-Hirand ont mis les premières pierres là, sur lesquelles on s'est appuyé pour pouvoir construire ce rapport-là, tu sais. Sur il y a une parenté intellectuelle et de langage, là. Ouais, c'est ça. On fait aussi partie du CIRST aussi, d'une façon ou d'une autre, donc on est comme proche des mêmes enjeux, mais... Pourquoi que ça n'intéresse pas, là, ce lien-là, le trio, là, GAFAM, Industrie, Université, moi, je trouve ça intéressant. On le voit, là, dès qu'on est dedans, on le voit bien qu'il y a une belle synergie, là. Pourquoi que ça n'intéresse pas? C'est dur à dire, tu sais, parce que il y a, d'une part, je pense qu'il y a une espèce de normalisation du chercheur entrepreneur, tu sais, qui s'est fait dans plusieurs domaines depuis une vingtaine d'années, peut-être plus, mais donc il y a une ouverture qui se fait entre les universités puis le secteur industriel, surtout dans les STEMs, tu sais. Puis on le voit quand on regarde les bios des informaticiens, tu sais, qui sont au cœur là, de cet écosystème d'IA là ici. Tu sais, il y en a un qui travaille avec, mettons, une université McGill ou l'Université de Montréal, parce que dans le fond, il y en a juste 2 universités au Canada qui bénéficient des fonds de chaire de recherche. Donc, ils travaillent avec ces universités-là, mais ils ont aussi des contacts avec d'autres entreprises privées, puis ils partagent leur temps entre le lab de l'université puis le lab de, mettons, Meta ou de Google. Donc, oui, c'est concret, là. C'est pas juste théorique. C'est pas, il y a rien de gênant parce que c'est normalisé, puis c'est quelque chose qui est normal. Donc, si c'est normal pour la communauté universitaire, c'est aussi normal pour l'ensemble de la société, tu sais. Ce qui est plus... Mais ça intéresse pas les médias. Je pense que c'était ça aussi le constat. Pourquoi qu'on n'en parle pas plus de cette dynamique-là dans les médias? Je pense que là aussi, ouais, c'est quelque chose à remettre peut-être par rapport à la question d'avant et peut-être
Bon, il y a plein de pistes d'explication, évidemment. On en développe quelques-unes. C'est difficile de dire, ah, c'est ça le problème. C'est justement tout l'enjeu, c'est que c'est complexe et que c'est plein Mais de oui. systèmes en tension qui se superposent et qui s'entrelacent, etc. Euh, mais dans les pages technologiques ou économiques, et je pense que c'est une nuance qui mérite d'amener. Les pages technologiques, c'est souvent aussi des articles qui disent 10 nouvelles choses que vous allez pouvoir faire avec votre iPhone, ou etc. Donc quelque chose qui cherche aussi à vendre et qui Le cherche clic, là, oui. On cherche le clic, là. à avoir du clic. Donc cette conception du lecteur comme ça. Donc peut-être que il y aurait une piste qui dit ben ça vend pas de papier en fait, tout simplement, Hmm. de parler de ces réseaux-là. Ceci dit, quand on parle aux journalistes, il n'y a pas que des journalistes intéressés par le clic, loin de là. Et puis encore une fois, c'est des tensions, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc. Et par contre, ce qui revient, c'est des conditions de travail aussi qui sont pas toujours évidentes, un manque de temps, de ressources, une accumulation de tâches. On a plein d'histoires et on a eu des discussions de personnes qui nous disent bon bah le matin, je reçois un mail qui dit bah à 17h, il va falloir que tu me fasses un article sur l'IA. Et donc bon courage quoi. Ouais, c'est ça. Et là on voit bien ce fameux système tissé serré, c'est que ben le journaliste il va faire avec les moyens qu'il a et les réseaux de contacts qu'il a. Et comme on est dans un réseau tissé serré, ben il va y avoir les mêmes contacts qui vont revenir régulièrement. On en a un en l'occurrence qui revenait souvent, qui est notre vedette québécoise de l'IA, Yoshua Benjo, Je connais pas. qui, rev... qui revenait très souvent dans les entrevues. Donc, ça fait Mais partie c'est des pistes intéressant, ces d'explication. acteurs-là. Excuse-moi, Marek. C'est intéressant, ces acteurs-là aussi, quand on parlait du pôle, du trio. Quand tu es capable de te positionner à jonction de ces trois pôles-là, tu deviens tout à coup un point de passage obligé, un acteur important. Les projets aussi, ils essayent de se camper entre les trois. Les acteurs, les vedettes là, sont exactement entre les trois Exactement. pôles, là. Mais c'est exactement parce donc on parlait tout à l'heure du lien entre les entreprises puis l'université, mais maintenant à la différence de plusieurs autres technologies, c'est que le gouvernement ou les agences gouvernementales qui subventionnent la recherche sur l'IA ou la mise en œuvre de projets d'IA dans les industries est comme 100% 100% dans ce projet-là. Donc il y a de l'argent comme il n'y en a jamais eu sur des projets comme ça. Puis là, quand on commence à regarder, oui, ces informaticiens-là, ils travaillent, ils ont les mains dans la recherche universitaire, dans la recherche en entreprise, mais ils font aussi partie des comités d'attribution ou ils font partie des comités des agences publiques qui distribuent ces fonds de recherche-là aussi à gauche et à Hmm. droite. Donc, comme tu disais, ces acteurs-là, ils sont au centre de la promotion de l'IA. Hmm. Ce sont des porte-paroles, qu'ils le veulent ou non. Là. Ces gens-là sont des porte-paroles de l'IA, de ce que l'IA peut éventuellement accomplir, puis de ce que l'IA peut faire, fait aujourd'hui. L'idée, c'est pas de dire que l'IA fonctionne pas, là, c'est pas ça qu'on essaie de dire, mais il y a une promotion il y a une promotion très, très forte de l'IA parce qu'il y a un alignement des intérêts de différents, des gouvernements, de l'industrie puis de la recherche. Puis il n'y a pas de critique. Et nous, on s'attendait à la voir dans les médias, cette critique-là. Ou on Puis, s'attend en tout cas d'avoir un travail journalistique un peu. Puis des fois, je le vois aussi dans la science. On dirait qu'ils sont soit dans l'explication, la vulgarisation, mais des fois aussi dans la promotion de certaines de ces technologies-là. Mais tu sais, le vrai travail, avec autant d'argent qui circule dans ce monde-là, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas au moins un journaliste un peu plus sérieux qui se met à suivre l'argent, regarder qui sont impliqués, c'est qui les acteurs. Y a des conflits d'intérêts un peu? Je ne dis pas qu'il y en a, mais au moins qu'on se mette à observer de plus près ce qui se passe. Parce que si les acteurs avec Maxime, on avait cette discussion-là aussi. Il y a des acteurs qui des fois, sont impliqués à plusieurs endroits dans la chaîne, dans le système. Puis, ben, c'est ça. sans dire que c'est problématique, ma question dit aussi que c'est problématique, là. Ben, c'est un petit peu, puis c'est pour ça qu'on soulevait la question aussi. C'est une question qu'on a soulevée avec les journalistes pendant les entrevues.
Mhm. L'une des réponses intéressantes qu'on a reçues d'un des journalistes, c'est que ce qui est intéressant pour eux, c'est pas tellement qui détient les cordons de la bourse ou comment l'argent circule, mais plutôt qui la reçoit, cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font avec. Mhm. Ça, c'est une nouvelle. Mais Mhm. la circulation de l'argent, de la source à la personne qui la reçoit, cet argent-là, ça c'est comme pas une nouvelle. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, la pratique journalistique en vient à façonner, si on veut, les controverses par rapport à l'IA. Mhm. Ce qui est un peu choquant, en tout cas, l'un des constats les plus choquants qu'on a pu voir, c'est que, comme il n'y a pas de controverse, parce que tout le monde s'entend que Que c'est l'IA, bon. ça va être bon, puis bénéfique, puis ça va avoir des avantages. Puis d'une certaine façon, c'est pas ça qu'on questionne, là, tu sais, mais en raison de cet environnement-là, où tout le monde est d'accord, puis il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de nouvelles, fait que ça vaut pas vraiment la peine d'en parler. Ça, d'une part, c'est une des choses, puis de l'autre, c'est s'il y avait à avoir de la controverse, ce serait parce que l'intelligence artificielle fonctionnerait pas. Puis ça non plus, c'est pas une nouvelle. Quand l'IA fonctionne pas, mis à part Element AI, là, parce que ça avait été, C'est vrai que ça a ça a été une belle monté. nouvelle, ça. Ça a été, ouais, mais ça a été, même à ça, Triste tu sais, nouvelle, mais... mais même à ça, tu sais, après que ça a planté, tu sais, après qu'il est vendu il est vendu à ServiceNow pour des peanuts, Ouais, pour des peanuts, c'est une bonne expression. mais, mais après tu sais, il y avait encore des articles qui disaient, ouais, mais écoutez, faut quand même leur donner une chance, là, tu sais, ici, on a les meilleurs chercheurs du monde entier travaillent ici, puis il y a une espèce de Pensée magique un techno-chauvinisme là, peu, par ouais. rapport à, tu sais, on est les meilleurs, puis c'est nous qui avons les meilleurs, puis on va produire les meilleurs résultats. Mais il y a cette, tu sais, ces dynamiques-là, ils restent là, tu sais, même après Elementary, tu sais. Fait qu'il y a eu une critique après Elementary, mais ça a Ça comme, s'est vite estompé, là. Mhm. ouais. En tout cas, Ben, vraiment trippant ce thème-là. J'aurais envie d'en faire un autre 15 minutes, mais je vais aller à un autre constat. Celui-là est moins surprenant, là, c'est-à-dire que dans les résultats, on mentionne que les médias s'intéressent davantage, ici vous allez reconnaître, là, les médias s'intéressent davantage aux gadgets fascinants. Et là, ici, il faut le prononcer à la Charles Disser, là. Fascinant. Comme donc, les médias, ils trippent sur les automobiles autonomes, les chats GPT. Il faut juste voir, là, ouais. ça n'existait pas à l'époque, là, mais gageons que si vous aviez fait cette étude-là, en ce moment, là, ça serait bourré de chats GPT. Puis, on mentionne que les médias ne s'intéressent pas vraiment aux enjeux sociaux, aux enjeux même techniques plus approfondis. Est-ce que c'est vraiment surprenant là, que dans les médias, on se contente des gadgets, de simplifier un peu, puis des préoccupations, là. En tout cas, est-ce que c'est surprenant tout ça, là, ou qu'est-ce qui vous surprend dans ce constat-là, là? En fait, chaque journaliste a son créneau. Il y a des journalistes qui font des gadgets. T'sais. Puis, tu sais, c'est dur de percer dans ce métier-là. T'sais. Donc, si c'est ça ton créneau, puis si ça marche pour toi, vas-y, il n'y a pas de problème là. Mais c'est sûr que des journalistes techno qui se concentrent à la critique de la technologie, qui font juste de, il y en a pas beaucoup, il y en a qui en font de la critique, mais c'est plus rare. Hmm. Ouais, c'est ça, j'ai un blanc, là, parce que j'avais quelque chose de vraiment intéressant et intelligent à dire, mais je l'ai comme perdu. Ouais, je C'est disais quoi, que c'était Marek, pas surprenant, là. C'était pas surprenant, les gadgets, là, que les médias, là, ils tripent sur les gadgets. Fait qu'on va parler de ChatGPT. Ouais. On vous expliquera pas vraiment comment ça marche. On va vous dire que c'est un chatbot, puis c'est assez pour que vous compreniez, je suppose. Puis, on se contente de ça. Mais tu sais, Ça- il y a un des, puis je te passe la parole tout de suite après, Marek, mais il y a dans une des entrevues qu'on a eues avec un journaliste, puis il nous disait, on était rendu en 2018, donc tu sais, quand même, on était quand même assez avancé là, dans la trajectoire de la couverture de l'IA au Canada, tu sais. Donc, on Mhm. était rendu en 2018, et puis là, je suis allé voir mes graphistes, puis je leur ai dit, là,
on va présenter l'IA de manière différente qu'on l'a présenté aujourd'hui. On va arrêter de présenter un robot, puis on va présenter comme une espèce de réseau pour symboliser, représenter les réseaux neuronaux. Tu sais. Oui. Donc, mais ça veut dire que dans toutes les premières années là, de l'IA, quand les journalistes parlaient d'IA, il fallait qu'ils se concentrent, il fallait qu'ils vulgarisent au maximum parce que c'est un objet qui était trop compliqué pour en parler à une audience le mainstream. Tu sais. Donc, il fallait qu'ils... Donc, c'est pour ça qu'on parle d'IA, qu'on parle pas d'apprentissage machine. C'est pour ça que... Donc, on parle de robots, on parle exactement. On parle pas d'ordinateur. Donc, c'est ça. Donc, les discussions, ils sont vraiment comme superficielles parce qu'il n'y a pas de temps, comme Marek le disait tout à l'heure, il n'y a pas de temps qui est alloué à ça. Il n'y a pas d'espace dans les médias qui est alloué à ces discussions-là. Donc, ce qui arrive, c'est que tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver puis va dire, bon, ben regardez, l'iPhone là, qui vient de sortir, il y a ça, pis ça, pis ça, ou tu sais, ils vont parler des gadgets ou tu sais, des cartes graphiques, des trucs comme ça, parce que ça intéresse le public. Mais, tu sais, c'est difficile d'arriver puis de dire, voici l'IA, je vais vous expliquer c'est quoi, puis les enjeux sociaux qu'il soulève, que l'IA soulève. J'ai 2 minutes et demie à faire. Tu sais, c'est ça un petit peu le défi. Tu sais, il n'y a pas d'espace dans les médias vraiment pour le faire. Ça, tu sais. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Ouais, et puis par rapport Vas-y, Marek. si je peux enchaîner, c'est vrai que je pense que je vais avoir hâte aussi de découvrir la suite du projet et de voir les autres équipes aussi en Europe et ce qu'ils se disent parce que le paysage médiatique est certainement différent. Et c'est sûr que quand on constate que les enjeux complexes, les enjeux sociaux, politiques, etc., qu'il y a derrière ces technologies est invisibilisé ou en tout cas est moins présent dans le paysage médiatique canadien, ça pose aussi des questions sur l'identité journalistique canadienne et sur la manière c'est différent dont, ailleurs, en tout cas, nous on s'est attardé pas mal au modèle canadien, donc c'est sûr ce serait difficile vrai pour moi serait intéressant de comparer, mais et pourtant la semaine dernière Radio-Canada sortait un super article sur les dessous de Uber au Québec. Et donc du lobbyisme, des financements, de la manière dont ça a été mis en place de manière très brutale, etc. Moi, c'est vrai que ça me pose un petit peu la question de pourquoi est-ce que ce sujet-là, Uber, serait controversé et pourquoi pas l'IA, alors que c'est des millions et des millions de dollars qui sont donnés par le gouvernement fédéral et provincial. Ça va prendre une catastrophe ou une tragédie, puis là, on se dit, ben là, il faut en parler. Il y a peut-être des problèmes plus importants. Je sais pas, c'est peut-être... Ça peut être un événement qu'on prévoit pas, quelque chose qui arrive, puis du jour au lendemain, là, ça va accrocher l'intérêt public, puis on va en parler pendant 3 jours, c'est de nouvelles, puis après, on va passer à autre chose. Après ça va. Et puis on en a des exemples, hein, Zuckerberg en 2018, avec ou avant Cambridge Analytica, etc. C'est des controverses. Ça monte vite, mais ça redescend vite. Là. Ouais. Autre constat, on parle du cycle. Bon, ça c'est vraiment le hype circle. Dans le rapport, on parle de la couverture médiatique qui suit toujours le fameux cycle de la promesse. Là, j'ai votre cycle ici. Là. Donc, la première période, c'est 2012-2016, où on va simplifier la technique, puis on va faire des promesses. En tout cas, on va faire la promotion des promesses. On simplifie, puis on dit ça va être bon. Deuxième période, 2017-2020, accroissement de la couverture médiatique, puis intensification de la couverture de controverses. Là, ici, on a de belles controverses. Ça parle dans les médias. On a Clearview AI, la vente d'Element AI, évidemment. Puis le troisième, c'est un plateau. Ce serait en ce moment, là, plateau. Puis on serait à l'époque de l'encadrement éthique juridique là, qui prend un peu plus de place. Donc, c'est pas la première technologie là, qui traverse ce cycle-là. Là, on en avait parlé aussi avec Maxime. C'est quoi qu'on peut apprendre des autres technologies, justement, là, qui traversent ce cycle-là? Là? C'est pas la première fois qu'on le voit. Là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce cycle-là? Puis qu'est-ce que ça nous annonce sur peut-être le futur de l'intelligence artificielle?
Je suis pas sûr, en fait, parce que l'exemple classique, puis l'exemple de Maxime, là, c'est les nanotechnologies. C'est l'exemple classique parce que c'était la même chose qui s'est produite, mais il y a 20 ans, tu sais. Puis on n'en parle pas beaucoup de. Puis les études qui se sont faites là en 2010 ou 2012 sur les nanos, c'était la même chose qu'on a fait. La même chose qu'on a fait, donc de dire que la couverture a été super positive, pas vraiment critique. Puis qu'il y a eu un alignement des intérêts là, du gouvernement puis de l'industrie pour la recherche sur les nanos. C'était pas mal ça. Ah oui. Puis là, c'était un petit peu... Donc, les leçons apprises de ça aurait été de pondérer ces espèces de discours-là sur le futur technologique, puis se concentrer sur... Tu sais, d'essayer de vraiment faire la différence entre ce que la technologie va faire, puis ce que la technologie fait présentement, puis développer cet esprit critique-là par rapport à cette temporalité de la technologie, d'essayer de pas s'emballer quand on dit que ça va créer une révolution industrielle, que quelqu'un qui dise à quelque part, prends ton gaz égal, là, la révolution industrielle. Parce que ça peut faire peur aussi. Je trouve que c'est ce double discours-là. Moi, à l'époque, c'était dans les OGM, là. On a vu à peu près le même cycle, là, c'est-à-dire qu'au début, c'est le cycle des promesses, mais les promesses, ils entraînent aussi des craintes qui sont la contrepartie de ces promesses-là, là. Donc, les promesses sont très élevées, puis les craintes, ils finissent par essayer d'égaler ces promesses-là. Puis quand les chercheurs se font confronter à ce discours-là, ben là, ils vont dire, finalement, ça fait pas tant que ça, là. Ouais. Tu sais, les promesses, là... C'est pas une intelligence artificielle, elle va pas contrôler le monde, là. Mais pourtant, tu as dit qu'elle pouvait quasiment contrôler le monde dans les promesses. Donc, ils sont toujours pris avec peut-être, dans le cycle, là, on va chercher du financement, on fait des promesses. Puis après ça, quand les critiques arrivent, on dit finalement, ça en fait pas tant que ça. Il y a ça aussi dans ce cycle-là. Là. Moi, je fais des signes, là, c'est vrai, je suis à l'audio. Là, je fais des... moi, je te suis avec ma main comme ça. Mais c'est ça, il y a une vague qui se crée, tu sais, de promesses très, très intenses. Puis là, il y a un désengagement, une désillusion par rapport à ces promesses-là qui sont pas rencontrées. Tu sais, oui, il y a des critiques de plus en plus acerbes par rapport à ce que... Parce qu'on se rend compte, là, à quelque part, que ça n'a pas de sens, là... parfois ce qui a été promis, surtout dans le début, tu sais, de cette trajectoire-là où, tu sais, c'est beaucoup plus fou, on a peur, tu sais, les robots vont prendre le contrôle de l'humanité, tu sais, c'est le genre de truc qui s'est dit dans les médias en 2014-2015. Donc, oui. Donc, généralement, il y a une désillusion, puis il y a une recalibration des attentes, là, ou des discours, là, de ce que la technologie va pouvoir accomplir. T'sais. Donc, fait que vraiment ce cycle-là. Mais là, présentement, avec l'IA, là, ce qui arrive, c'est que avec ChatGPT, depuis quelques mois, il y a vraiment, comme on dirait, là, c'est juste à l'observation de ce qui se passe dans les médias, là, puis autour de moi, là, il y a vraiment une recrudescence, là, le hype remonte là, quand même assez intensément là, sur... Puis là, on parle de... Écoute, l'année passée, on parlait... Tu sais, l'année passée, il y a un chercheur, je pense que c'était une méthode Microsoft ou de Google qui disait que il parlait à une IA qui était... oui, il avait vu la singularité. Là, c'est ça. Je me rappelle plus c'est lequel, là, mais là, ça a paniqué, là, mais... Ben, c'est ça, mais ça a paniqué où il y a des gens qui ont commencé à, voyons donc, tu sais, mais tu sais, on n'est pas, tu sais, comme, même les chercheurs, les chercheurs, là, comme Benjo ou Lequin, là, ils embarquent pas là-dedans, là. On n'est pas rendu là, tu sais, mais c'est pas grave, ça a comme créé une vague, tu sais, donc, il y a quelque chose avec l'IA qui est assez particulier, qui fait que la vague, elle reste. Ça fait un bon bout qu'elle est là, puis qu'elle redescend, puis elle remonte, puis elle redescend, puis elle remonte. Donc, c'est assez... Tout ça pour dire que je sais pas c'est quoi les leçons qu'on a apprises dans les événements passés. Puis, Sinon, qu'on constate que c'est le même cycle qui reprend. Puis, on va souhaiter que les AI, ça ressemble pas aux nanotechnologies.
Parce que nanotechnologie, moi, il y avait Nano-Québec. Hein, Ouais. aujourd'hui, on parle de matériaux sophistiqués, peut-être. Là, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, là, mais c'est plus raisonnable là, comme discours. Là. C'est des matériaux sophistiqués, mais c'est pas des nanotechnologies. Puis on allait transformer le monde avec ça. Même chose pour les OGM. On allait nourrir la planète avec ça. Mm-hmm. On peut agir un peu, là, mais on nourrira pas la planète avec ça. On recalibre. C'est certain. On recalibre. Recalibrage, très certainement. Dans le rapport, vous parlez aussi de la place des experts. Donc, on dit que les experts dans les médias, c'est souvent des experts techniques, puis qu'on a peu d'experts qui viennent faire la critique. Comment se fait que moi, dans ce constat-là, ce qui m'accroche, là, c'est comment se fait que les experts techniques ne sont pas plus critiques de leur propre technologie? Pourquoi qu'ils se transforment? Je l'avais vu aussi avec les OGM, là, pourquoi qu'ils se transforment presque naturellement en défenseurs, en promoteurs? Ben, pas toujours promotion, mais en tout cas, sont loin de dire qu'il y a un problème, là. Qu'il peut avoir un problème même. Après, je pense qu'il y a une histoire aussi de visibilité, et en public, il va pas y avoir forcément de critiques, mais peut-être en interne un petit peu plus. Je pense à Benjo qui disait que il faut, après avoir dit l'IA va changer le monde ou va sauver l'humanité, dire mais attention, il faut quand même pas oublier que on en est loin et que il faut pas aller trop vite. Et justement, c'est peut-être une des leçons qui ont été apprises de ce cycle de la hype, c'est par les chercheurs eux-mêmes qui ont vu que ça pouvait très vite monter, ça pouvait aussi très vite éclater et s'arrêter. Donc je pense qu'il y a des experts en informatique qui sont assez critiques, mine de rien. Après, bon, en tout cas, je pense que je m'arrête là parce que après je vais revenir en boucle, mais c'est aussi la difficulté de l'IA à être un sujet de controverse et qui fait que la critique a du mal à émerger tout simplement. Ouais. Parce que la confiance du public, si le public se met à avoir vraiment peur, là, pas juste des peurs qui relèvent un peu de la science-fiction, là, mais des vraies peurs. Là, s'il y a des tragédies, s'il y a des problèmes, puis se mettre à perdre la confiance du public, ça peut aller vite, là, le définancement, puis... Ah oui. Ben, en même temps, l'IA est aussi financée en grande partie par des entreprises privées, là, mais le financement public, oui. Moi, je pense que l'une des raisons pourquoi les experts ils prennent la place font la promotion de leur objet de recherche dans les médias, c'est parce que ce sont des gens qui consacrent leur vie au développement de ça, de leur recherche. C'est ça la recherche universitaire. Là, c'est vrai. Les gens, ils se consument à faire de la recherche. Et donc, oui, il y a des gens qui ont plus de réflexivité ou sont plus critiques, mais tu sais, quand vient le temps de parler... Pas à l'endroit de nuire à leur propre développement ou aux propres technologies qu'eux-mêmes ont tenté de développer. Là. C'est ça. Puis, tu sais, il vient un certain moment où certains experts atteignent un niveau où ils travaillent pour eux, mais ils ont toute une équipe de recherche aussi derrière eux, tu sais, qui doivent financer ou qui doivent... Donc, j'imagine qu'il y a toutes ces pressions-là, tu sais. Mais ça n'empêche pas le fait que dans les médias, quand ils apparaissent, ben ils font la promotion de leur objet de recherche, tu sais. Puis d'un point de vue critique, ben, ça prend quelqu'un qui soit capable de dire, tu sais, de faire la contrepartie. Cette contrepartie-là, souvent, on s'imagine, moi, en tout cas, je m'imaginais que les journalistes allaient la faire. Mais des entrevues qu'on a faites avec ces journalistes-là, c'est qu'ils nous disaient, écoutez, c'est pas facile là, de faire la contrepartie à quelqu'un qui s'y connaît, qui a un domaine de connaissances hyper spécialisé sur quelque chose, tu sais. C'est Parce vrai. que les conversations vont, tu sais, pour quelqu'un comme pour des informaticiens qui ont des décennies de recherche là d'expérience, tu sais, il y a aucune conversation qu'un journaliste va pouvoir avoir avec eux qui va les stresser là, le moindrement là, tu sais. Parce qu'ils peuvent pas y arriver. Tu sais, c'est facile d'arriver puis de dire n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais tu sais
Donc, il y a cette relation de pouvoir-là, tu sais, qui s'impose. Puis aussi, ça c'est d'une part, puis de l'autre, les journalistes qui nous disaient aussi, c'est quand on parle de l'IA, c'est qui la meilleure personne pour en parler? Ben, c'est celui qui en fait de l'IA. Parce que pour eux, puis ça a du sens aussi, là, pour eux, c'est un domaine de connaissance qui est hyper spécialisé, puis ben donc c'est les experts là qui peuvent en parler, mais il y a tout un champ, tu sais, comme il y a plein Des de fois, gens ils manquent comme de Marek. recul aussi, mais c'est ça que je vois. Tu sais, ils ont tellement les deux mains dedans, sont tellement plongés. Tu sais, pensons à un chercheur qui regarde dans son microscope, là, il voit très loin, mais il voit pas ce qui se passe autour. Là, tu sais, c'est très C'est ça. profond, très précis, mais le reste, le contexte, des fois, il leur manque ça aussi. Là. Puis ils se font interroger, ces chercheurs-là, sur leur Les domaine enjeux sociaux. d'expertise, Ouais. mais jamais de manière très, très élaborée parce que c'est Trop trop. poussé. Ouais. Mais ils se font aussi poser des questions sur tout ce qui est limitrophe, là, tu sais, sur des domaines de l'éthique, sur des domaines de la sociologie, de l'anthropologie, etc. La morale. Oui. Donc, puis ils s'y connaissent pas, mais tu sais, ils répondent pareil parce que ben, tu sais, ils se font poser Oui. la question. Tu sais, puis, Ben oui, il y a toute cette dynamique-là qui existe. C'est comme ça que la couverture est faite. Tu sais. Donc, ça contribue un peu ça contribue à rendre la critique moins mordante, mettons. Puis sur Vraiment. ça aussi, la légitimité des experts, elle est très différente entre des experts d'informatique, etc., ou des experts de sciences sociales comme Guillaume allait le lancer. Nous aussi, on est experts en IA, par exemple. Et puis, il y en a énormément, toute la littérature sur ce sujet l'atteste. Mais pourtant, je me rappelle d'une discussion avec un journaliste qui nous disait, mais on va se mettre à critiquer s'il y a un enjeu avec le public ou si, par exemple, il y a une fuite de données ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. On peut réfléchir à Meta avec la lanceur d'alerte qui avait annoncé qu'il y avait de la surveillance, où il y avait des lacunes, etc. Mais c'était des critiques qui existaient déjà dans le monde en sciences sociales, etc., mais qui n'ont pas la même valeur et qui apportent pas de la même manière les débats sur le développement technologique. Donc moi, je trouvais ça aussi intéressant en discutant avec les journalistes, c'était à quel point il y avait un petit peu une double balance entre certaines catégories de chercheurs qui seraient plus légitimes que d'autres de parler de la technologie. Et puis, C'est vrai. C'est vrai. Messieurs, recommandations dans votre rapport, vous faites des recommandations. Tiens, on serait là aussi, nous, dans notre structure d'entrevue. Vous faites plusieurs recommandations. On ne les passera pas tous, mais c'est quoi, parmi les recommandations, celle qui, pour vous, là, est la plus importante, celle que vous voulez défendre à ce micro? Commençons par Guillaume. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je te dirais que c'est d'encourager la couverture critique de la science puis de la technologie, d'essayer de se sortir un peu du carcan de l'économie, puis d'essayer de voir des autres dimensions. Je baigne un peu dans le STS, le Science and Technology Studies, puis c'est d'essayer de voir c'est quoi les impacts sociaux de la science puis de la technologie. Puis d'un autre côté, comment la société façonne cette science et cette technologie-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui est pas exploré du tout dans le paysage médiatique canadien ou québécois, ou très peu. Là, je veux pas mettre non, c'est pas vrai que c'est pas fait du tout. Là, mais ça se fait, mais pas beaucoup. Puis je pense qu'il y a beaucoup de place à l'exploration. Ah oui, il y a de la place. Vraiment, Marek, ta recommandation, ta préférée? Et moi, c'était diversifier les angles et diversifier les sources. Alors, c'est sûr que dans le contexte médiatique, c'est compliqué, on en a parlé, les ressources, etc., c'est pas forcément évident. Par contre, il y a plein d'initiatives qui montrent pas forcément partir sur du technosolutionnisme, etc., et de dire qu'il y a d'autres usages possibles de l'IA aussi et des technologies comme ça, des usages alternatifs. On voit la fondation de Firefox, Mozilla Foundation, qui a lancé 11 projets qui explorent d'autres manières de designer, de penser l'IA,
Il y a des projets de Dataville, un qui propose un jeu pour comprendre le travail qui se cache derrière l'IA, le nettoyage des données, le codage, la classification, et aussi l'impact de ce travail-là sur ce qu'est l'IA, ce qu'on considère comme étant l'IA, les outputs des algorithmes de machine learning, ou d'autres idées. À Concordia, il y a un professeur qui travaille sur une IA autochtone, donc qui ne sert pas juste au développement économique, etc., mais qui amène aussi à d'autres réflexions, à d'autres manières de penser. Quand on parle d'IA, on a souvent cette idée de la boîte noire ou de quelque chose de très opaque. Je trouve qu'en allant diversifier des sources, on peut aussi explorer autrement la complexité de l'IA, qui n'est pas juste, qui est extrêmement complexe de manière technique, mais qui est aussi quelque chose qui peut être accaparé par un certain nombre de communautés beaucoup plus larges que celles actuelles, et qui peuvent se résumer à des grosses corporations, etc. Donc, ce serait diversifier les angles. Diversifier les angles, les sources. Le projet, c'est un projet international. C'est quoi qui se passe avec les projets, la version allemande, anglais, c'était quoi l'autre, français? C'est quoi avez-vous est-ce qu'il y a des résultats comparatifs? Ils ont-tu publié des articles? On peut-tu lire ça? Non. la réponse courte, c'est non. Pas encore. Là, je dis non, pas encore. Là. Ça s'en vient. Les collaborations, c'est compliqué. Mais c'est compliqué, mais c'est super productif. C'est vraiment stimulant. C'est riche. C'est très riche. Donc, on est en retard sur l'agenda de publication. C'était pas un blâme là, que je voulais. Non, mais Guillaume, je pose cette question-là, il se passe la main dans la front, là. J'essaie de voir comment qu'on va mettre ça en œuvre. Mais on est rendu là. C'est là où on est rendu, tu sais. Donc, chacune des équipes a complété son rapport de recherche. Et puis là, on est là à remettre le tout ensemble puis essayer de voir, tu sais, comment qu'on opérationnalise ça, là, ces recherches collaboratives-là, ces comparaisons nationales-là. Donc, c'est super excitant pour ce qui s'en vient bien. Génial. Dans la finesse, en tout cas, on n'a pas encore, mais il y a quand même des grandes tendances qui peuvent qui se dessinent, non, Guillaume? Ah oui? Ouais, vas-y, Marek. Et un peu de suspense. Il y a des grandes tendances. Il y a des grandes tendances, un peu comme on parlait tout à l'heure, cette concentration d'une minorité d'acteurs, surtout des experts de l'IA dans les médias qui occupent vraiment une grande place sur la place publique des médias. Et puis cette couverture-là, business et puis économique, sur les opportunités économiques de l'IA, qui est largement faite aux quatre coins du globe, et qui s'inscrivent aussi dans une course au développement, et donc à une précipitation du développement qui dans la construction sociale de l'IA a des impacts aussi, parce que ça veut dire qu'il y a certains enjeux qui sont jugés comme étant des freins à cette course-là, à ce développement, et donc c'est assez problématique. Puis au contraire aussi, il y a des controverses qui existent dans d'autres pays l'IA est un peu plus controversée en Angleterre, par exemple, ou en France. Puis les discussions sont un petit peu plus riches ou un petit peu moins superficielles. De ce qu'on peut comprendre, là, des discussions préliminaires qu'on a avec nos partenaires, comparé à ce qui se passe ici. Et donc ici, c'est un petit peu plus superficiel. Un petit peu moins intéressant. Beaucoup moins controversé. Puis c'est d'ailleurs ce qu'un journaliste on va pas le nommer, mais c'est un journaliste qui travaillait dans plusieurs pays. Puis c'est ce qu'il nous disait aussi par rapport à la couverture québécoise. Ce sera notre teaser, ça s'en vient. On saura bientôt qui est le Joshua Bengio allemand, français. Les vedettes, leur angle, leurs controverses. Ce serait intéressant de voir un rapport de la sorte version allemande, version française, version anglaise. Écoutez, messieurs, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Désolé. Merci de votre générosité. Faut conclure tout ça. Ouais. Sinon, je vais avoir des plaintes, hein, trop de contenu gratuit, trop intéressant peut-être.
Quel beau... merci pour ce beau tour des promesses d'intelligence artificielle. Hyper enthousiasmant de jaser avec vous de tout ça. Donc, je suis heureux en même temps de constater que notre approche ici au podcast n'est pas... on a trouvé l'équilibre, là, je dirais, entre la promotion un peu naïve des technologies puis une critique à tout rompre. Là. Donc, le but, c'est de faire du sens avec tout ça. Puis ça prend du temps. Puis c'est pour ça que c'est long faire des podcasts, parce qu'on prend le temps de rentrer dans les enjeux. Puis les enjeux techniques, c'est compliqué. Les enjeux éthiques, sociaux, politiques, on le voit, ça aussi, médiatiques, c'est aussi complexe. Donc, merci à vous deux. Merci 1000 fois de nous avoir accompagnés dans ce podcast. Merci Jean-François. Puis merci aux personnes qui nous écoutent. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a aussi un public derrière ces travaux-là. Surtout que en 2 ans de Covid, on était chacun derrière nos écrans. Donc, ça fait plaisir de le partager. Qu'il y ait d'autres gens derrière leurs écrans qui puissent continuer à écouter. Bon, t'es élu, Marek, en plus. T'as pas tout fait ça pour rien, là. T'es élu, puis en plus, on t'entend, Marek. Donc, le rapport en question, ça s'appelle Training the News Coverage of Canada AI Hype Cycle, puis une belle version française qui est là sur le net. Donc, allez vous chercher ça, allez lire ça. Et à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, merci de nous écouter. Merci de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux techniques, légaux, politiques, économiques, éthiques. On a tout ça, là, associé à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.